Bonsoir. Un maire du Texas demande au président Biden d'empêcher la libération de migrants dans sa ville en raison des conditions climatiques extrêmes. Le maire prévient que si les migrants sont libérés, il devra utiliser une déclaration d'urgence pour les renvoyer. Je vous demande et vous prie de bien vouloir mettre un terme à toute mesure concernant la libération des migrants en attente d'un procès dans la ville de Del Rio et ses environs. Le plaidoyer du maire intervient alors que le département de la sécurité intérieure doit commencer vendredi à traiter des centaines de cas de migrants par jour. Il s'agit de la première phase du plan de Biden visant à accueillir 25 000 migrants qui ont été renvoyés au Mexique en attendant leur procès, conformément à la politique de Trump. Mais l'État frontalier étant confronté à une catastrophe climatique, le maire de Del Rio estime que le moment est mal choisi pour mettre en œuvre un tel plan. Si vous envoyez ces personnes dans notre communauté, nous serons obligés de prendre la décision de les laisser sans ressources dans ces circonstances désastreuses. Je vous demande d'arrêter, s'il vous plaît, et de revoir cette question fédérale. Nous n'avons pas de date précise pour la remise en service de l'électricité et nous ne pouvons pas être sûrs que cela sera durable. Nous avons externalisé les traitements de dialyse pour les personnes qui en ont besoin dans notre communauté. Nous avons dû reloger les personnes âgées qui ont besoin d'électricité pour leurs bouteilles d'oxygène. Il a indiqué à Biden que s'il autorisait les migrants à venir, le gouvernement devrait leur fournir les moyens et le matériel nécessaires pour les accueillir en toute sécurité dans des circonstances extrêmes. Le maire Lozano souligne que Biden a adopté une position ferme sur la protection des Américains contre le Covid-19 et il demande le même traitement d'urgence pour les villes frontalières. Libérer la population migrante sans aucun protocole de protection des conventions compromet votre engagement à l'égard de la position contre le Covid-19. Je ne peux pas mélanger une population de migrants avec des résidents de Del Rio qui sont extrêmement vulnérables et qui ont été déplacés en raison des conditions climatiques extrêmes qui ne se sont pas améliorées. En ce moment, les bâtiments publics de la ville sont utilisés pour loger les citoyens déplacés en raison des conditions météorologiques et comme site de vaccination. Il affirme que la ville manque cruellement de ressources et demande que Biden n'oublie pas les besoins de cette petite ville frontalière. Un nouveau projet de loi sur l'immigration permettrait à 11 millions de sans-papiers d'accéder plus rapidement à la citoyenneté aux États-Unis, tout en augmentant le nombre de travailleurs étrangers dans le pays. Le nouveau projet de loi sur l'immigration offre une voie accélérée vers la citoyenneté pour les travailleurs agricoles, les immigrants illégaux mineurs et une procédure de 8 ans pour les immigrants sans papier qui sont arrivés aux États-Unis avant le 1er janvier de cette année. Le projet de loi vise aussi à augmenter les taux par pays pour l'immigration pour raisons familiales ou emploi. Cela signifie qu'un plus grand nombre de travailleurs étrangers auront plus facilement accès au marché de l'emploi aux États-Unis. La vérification électronique n'est pas obligatoire. Il n'y a donc aucun moyen de s'assurer que les futurs travailleurs n'entrent pas illégalement aux États-Unis. Et comme le président a dit hier qu'il s'attendait à ce qu'il faille 1 an ou plus avant que nous reprenions une vie normale, il n'y a aucune garantie que ces emplois seront disponibles. Selon lui, l'impact attendu serait une baisse des salaires des travailleurs américains au fil du temps et bien sûr une concurrence accrue au sein de la main-d'œuvre. C'est particulièrement vrai pour les emplois dans le secteur des technologies, car de nombreux migrants titulaires d'un permis de travail ont des emplois dans ce domaine aux États-Unis. Ce serait donc une grande victoire pour les big tech. Si j'étais cynique, je dirais que, vous savez, c'est un cadeau aux grandes entreprises du secteur technologique qui sont les principaux demandeurs de cette main-d'œuvre. Elles veulent obtenir des green cards pour ces personnes le plus rapidement possible. Et ils veulent encourager encore plus de travailleurs à venir aux États-Unis et à travailler pour eux. Et ce n'est pas limité au permis de travail. Une autre partie du projet de loi consiste à consacrer davantage de financement à la technologie à la frontière sud des États-Unis. Ces technologies seraient utilisées pour détecter les tentatives d'immigration clandestine. Ceci après que Biden ait tout simplement coupé les financements destinés à la construction du mur à la frontière. Avant la construction du mur, il y avait des barrières, il y a eu environ 2500 passages en voiture, principalement des passeurs de drogue et de clandestins. Après la construction du mur, il y en a eu 2, non pas 200, non pas 2002. Malgré les faibles chances de passer le Sénat, les démocrates de la Chambre des représentants espèrent que le projet de loi sera couronné de succès. Dans ce Congrès, je crois que la Chambre et le Sénat peuvent soumettre des textes de loi au bureau du président.
Et l'autorité douanière a annoncé aujourd'hui de nouvelles priorités en matière de contrôle de l'immigration et d'expulsion. À compter de ce jour, tout agent de l'autorité douanière doit obtenir l'autorisation préalable de son bureau local avant d'agir lorsqu'il est confronté à des immigrants illégaux condamnés pour crime, des personnes soupçonnées de terrorisme ou tout immigrant arrivé aux États-Unis après le 1er novembre de cette année. Le département de la Sécurité intérieure affirme qu'il ne prévoit pas de diminution des arrestations dans le cadre de ces nouvelles directives. L'ancien président Trump a rompu son silence médiatique mercredi. Il a évoqué ses projets d'avenir et a prononcé quelques paroles explicites envers son successeur. Trump a dit à Newsmax que le président Biden était soit mentalement absent, soit en train de mentir sur le fait qu'il n'y avait pas de vaccin lorsqu'il a pris ses fonctions. Biden a fait ces affirmations surprenantes dans une mairie en début de semaine, alors qu'il a lui-même reçu le vaccin avant de prendre ses fonctions. Trump a abordé de nombreux sujets dans son interview avec l'animateur Greg Kelly. Il a critiqué la politique de Biden à l'égard de la Chine, de l'Iran et de la frontière sud des États-Unis. Il a également fait part de certains de ses projets. Dans l'interview, Trump a fait l'éloge de son défunt ami Rush Limbaugh. L'animateur a demandé à Trump s'il reprendrait l'émission radio de Limbaugh. Trump dit qu'il ne veut pas succéder à Rush et l'a qualifié d'unique. Il a aussi dit qu'il ne reviendra pas sur Twitter, affirmant que c'est devenu sans intérêt. Il dit être en train d'étudier son retour dans les médias sociaux pour se faire entendre quand il le souhaite. Kelly a insisté pour savoir s'il se présentera à nouveau à la présidence. Trump a répondu qu'il avait vu les sondages et qu'il savait qu'il bénéficiait d'un soutien considérable. Mais selon lui, il est trop tôt pour décider s'il se présentera en 2024. Un nouveau sondage révèle qu'un nombre plus élevé de républicains considèrent désormais l'ancien président comme le meilleur président de l'histoire des États-Unis. Trump devance Ronald Reagan, Abraham Lincoln et George Washington en tête du sondage. Trump a plus que triplé ses résultats depuis 2018. Le nouveau sondage YouGov montre que Trump est passé de 10 à 36% chez les républicains, qui le considèrent comme le meilleur président de tous les temps. Reagan passe en deuxième position, passant de 36 à 18%. Lincoln et Washington terminent troisième et quatrième. Dans une interview récente, Trump a déclaré « Je suis le seul à être mis en accusation alors que mes résultats progressent ». Ce sondage est le plus récent indicateur de la grande popularité de Trump auprès des républicains. Les démocrates ne veulent pas que l'ancien président Trump ait des projets, des bâtiments, des statues ou des terrains à son nom au niveau fédéral. Ils ont présenté à la fin du mois dernier un projet de loi qui l'en empêcherait. Le projet de loi prévoit d'empêcher tout président qui est mis en accusation à 2 reprises d'utiliser des fonds du gouvernement fédéral pour célébrer ses réalisations, engager du personnel, obtenir un bureau, des frais de voyage et d'une retraite. Il empêcherait même l'ancien président Trump à être enterré au cimetière national d'Arlington. La députée californienne Linda Sanchez a présenté ce projet de loi qui est coparrainé par 13 démocrates. On ne sait pas exactement jusqu'où ce projet de loi ira, mais il a été soumis à une commission le 4 février. Le gouverneur de New York est sous le microscope, accusé de malversation par les démocrates et les républicains. Un journal affirme que des agents fédéraux sont maintenant impliqués. La semaine n'a pas été bonne pour le gouverneur Andrew Cuomo. Le problème a commencé il y a quelques jours, lorsque sa secrétaire a admis avoir retenu des données sur les maisons de retraite parce que le ministère de la Justice de Trump pouvait les utiliser contre eux. Cuomo est accusé de dissimulation, d'obstruction à la justice et de menaces à l'encontre des élus de l'État. Et, maintenant, le FBI et le département de la justice ont semble-t-il lancé une enquête sur son équipe. Un journal d'Albany a annoncé la nouvelle, disant qu'ils en sont au premier stade et se concentrent sur l'équipe du gouverneur. Le bureau du procureur américain nous a répondu qu'il n'avait aucun commentaire à faire. Nous vous laissons le soin de l'interpréter. Le député Ron Kim est l'un des 9 démocrates qui accusent Cuomo d'entrave à la justice. Il affirme que Cuomo l'a harcelé, lui a dit de se rétracter et de mentir pour lui. Le gouverneur m'a appelé pendant une dizaine de minutes qui m'ont semblé une heure, en réprimandant, en criant, en menaçant, que je dois faire une déclaration qui invalide ce que j'ai entendu. Il m'a demandé de mentir pour couvrir son personnel.
Le gouverneur Cuomo a traité Kim de menteur, disant que personne ne lui avait demandé de faire partie d'une opération de dissimulation. Il a également admis avoir dissimulé des données sur les maisons de retraite après que des hommes politiques de l'État l'aient demandé. Mais il n'a pas expliqué pourquoi il s'inquiéterait que le département de la justice utilise ces données contre eux. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette histoire. Passons maintenant à l'histoire d'un homme handicapé dépourvu de masque dans un supermarché britannique appelé Morrison's. Il évoque le moment où le personnel lui a demandé de mettre un autocollant jaune pour l'exempter de leur politique de masque. Il a refusé et les choses ont dégénéré. C'est plutôt pour faire comprendre aux autres que vous êtes exemptés. Je ne devrais même pas avoir à expliquer. Il devrait y avoir une exemption automatique. Les travailleurs ont apparemment appelé la police à propos de cet homme. Mais nous n'avons pas pu le confirmer. Comme vous pouvez l'imaginer, le magasin a été violemment critiqué en ligne, certains établissant un lien avec la façon dont les nazis ont forcé les juifs à s'identifier avec des badges jaunes. Mais le magasin nous a répondu. Morrison's s'est excusé pour ce qui est arrivé à cet homme. Ils ont dit qu'ils enquêtaient sur la question et ont confirmé que le port d'autocollants par les handicapés ne faisait pas partie de leur politique. Maintenant, parlons de ces évolutions de virus. La moyenne des décès sur 7 jours est en baisse de 30% dans toute l'Amérique par rapport au pic atteint le 13 janvier. Et vous pouvez constater une baisse sur l'ensemble du tableau. Les moyennes sur 7 jours des cas quotidiens et des hospitalisations ont diminué depuis ce pic de janvier. Aussi belles que soient ces données, le directeur du CDC affirme que les différentes variantes qui se répandent aux États-Unis pourraient entraîner une autre vague au printemps, lorsque les gens commenceront à se relâcher. Elle dit que son travail consiste à se préparer au pire et à attendre le meilleur. Les Australiens se sont réveillés ce jeudi matin avec des pages Facebook vides concernant l'actualité. Même le ministre des Finances a été surpris. Il a déclaré que Mark Zuckerberg ne l'avait pas prévenu lorsqu'ils ont parlé ce week-end de la loi sur les médias qui se profilait à l'horizon. Facebook a bloqué tous les contenus médiatiques en Australie. C'est l'escalade surprise d'un conflit avec le gouvernement sur une nouvelle taxe. Les Australiens critiquent cette décision. Facebook a eu tort. Les actions de Facebook étaient inutiles, elles étaient excessives et elles vont nuire à leur réputation ici en Australie. Mais Facebook n'a pas seulement fermé des sites d'information, il a également fermé les sites de santé du gouvernement. Leur décision de bloquer l'accès aux sites du gouvernement aux Australiens, qu'il s'agisse de l'aide apportée pour la pandémie, de santé psychologique, des services d'urgence, du Bureau de la météorologie, n'avait aucun rapport avec le projet de loi sur les médias qui doit encore être examiné par le Sénat. Le ministre de la Santé déclare que c'est scandaleux et inacceptable. Nous espérons que Facebook remédiera immédiatement à ces actions et ne les répétera plus jamais. Il s'agit d'une attaque contre une nation souveraine. C'est une attaque contre la liberté individuelle et, en particulier, c'est un abus total du pouvoir de marché et du contrôle de la technologie par les grandes entreprises. Une habitante de Sydney est d'accord. Je pense que l'interdiction de Facebook sur l'actualité est inacceptable. J'utilise Facebook, c'est un outil pratique et je peux obtenir toute l'actualité au même endroit. Ça va vraiment m'impacter. En milieu d'après-midi, Facebook a restauré de nombreuses pages du gouvernement. Mais plusieurs pages caritatives et tous les sites médiatiques restent inaccessibles. Une déclaration faite par le PDG de Facebook n'aurait pas été autorisée sur sa propre plateforme. Cette déclaration est basée sur des images qui ont fuité et qui montrent Mark Zuckerberg inquiet à propos des vaccins contre les virus qui modifient l'ADN. Sa société n'autorise pas les contenus qui font ce genre de déclaration, qualifiées de désinformation. Nous avons un nouveau document du projet Veritas à vous montrer. Il révèle des images fuitées de Mark Zuckerberg commentant les vaccins contre le virus du PCC en juillet. Il met en doute la sécurité des vaccins tout en supposant qu'il modifie l'ADN des receveurs. Je veux juste m'assurer que je partage une certaine prudence sur ce vaccin, parce que nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme de la modification de l'ADN et de l'ARN des gens. Essentiellement la capacité de produire ces anticorps et si cela entraîne d'autres mutations ou d'autres risques en aval.
Si ce commentaire était publié sur sa propre plateforme aujourd'hui, il serait censuré. En effet, la semaine dernière, la société a publié une nouvelle directive sur les contenus liés au vaccin Covid-19. Elle stipule, je cite, « L'objectif de cette politique est de lutter contre la désinformation sur les vaccinations et les maladies qui, si elle est avérée, pourrait entraîner une diminution des vaccinations et nuire à la santé et à la sécurité publique. » Facebook affirme que sa politique est destinée à permettre aux gens de discuter, de débattre et de partager leurs expériences personnelles et leurs opinions. Mais le géant de la technologie a interdit les affirmations selon lesquelles les vaccins du Covid-19 changent l'ADN des gens, après qu'il ait lui-même soulevé ses inquiétudes. En novembre, il a toutefois semblé changer d'avis en interrogeant le Dr Fauci, éminent scientifique du gouvernement. Et juste pour clarifier un point, je crois comprendre que ces vaccins ne modifie pas votre ADN ou votre ARN. C'est donc juste un point important à clarifier. Non, tout d'abord, l'ADN est inhérent à votre propre cellule nucléaire. S'il y a un élément étranger, il sera finalement éliminé. Bien, je suis content qu'on puisse éclairer ça. Facebook n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Le Pentagone affirme qu'environ un tiers des militaires américains ont refusé le vaccin contre le virus du PCC. Le Pentagone souligne qu'il ne cache pas au public les données relatives au refus du vaccin. Le Pentagone affirme qu'environ un tiers des militaires américains ont refusé le vaccin contre le virus du PCC. Le général Jeff Taliaferro a déclaré que le taux d'acceptation varie selon les groupes. Nous ne savons pas précisément pourquoi un individu en particulier ne prend pas le vaccin. Nous pensons qu'il est important que le ministère continue à communiquer à nos membres la valeur du vaccin, la sécurité du vaccin. Le chef de la garde nationale a déclaré que le taux d'acceptation des gardes oscille entre 2 tiers et 70%. Ce n'est pas loin du pourcentage de l'ensemble de l'armée. Le secrétaire à la défense par intérim pour la défense du territoire et la sécurité a déclaré que 359 000 militaires ont reçu une dose, tandis que 147 000 sont complètement vaccinés avec 2 doses. Le député Mac Rogers a déclaré qu'il ne pense pas que l'armée devrait attendre les 2 ans pour que le vaccin soit pleinement approuvé avant que les militaires et l'ensemble des effectifs du département de la Défense soient vaccinés. Il est actuellement soumis à une autorisation d'utilisation d'urgence. Il n'a pas obtenu l'approbation finale de l'agence compétente. Et donc, il y a une véritable limite légale pour que nous le rendions obligatoire pour nos troupes et leurs familles. C'est pourquoi il s'agit d'une base volontaire pour le moment. Kirby a également essayé d'assurer aux journalistes que le Pentagone ne dissimule pas les données relatives à la vaccination. Le département américain de la sécurité intérieure a découvert des millions de masques contrefaits. Ils affirment que ces masques représentent une menace pour les travailleurs en première ligne. Je vous parle d'une opération effectuée plus tôt dans la journée par des agents de la sécurité intérieure qui a permis de saisir plus d'1 million de masques contrefaits dans le cadre d'une enquête en cours sur une entreprise criminelle distribuant des masques contrefaits dans tous les États-Unis. Selon un rapport de la CBS, les premières enquêtes révèlent que la Chine est la source des contrefaçons. Ils sont fabriqués pour ressembler à d'authentiques produits de l'entreprise 3 Monsieur, mais les faux masques ne sont pas testés pour la conformité au N95 et pourraient mettre en danger le personnel médical au front. Ils ont été vendus à des hôpitaux, des structures médicales et des institutions gouvernementales dans au moins 5 États. Les enquêteurs ont informé environ 6,000 victimes potentielles qui auraient pu acheter les contrefaçons. Les autorités encouragent le personnel médical et les entreprises à se rendre sur le site web de la société 3M pour des conseils sur la manière de repérer les contrefaçons. L'Union américaine pour les libertés civiles et une quarantaine de groupes ont écrit au président Biden pour lui demander de bloquer l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Ils affirment que cette technologie menace la vie privée, les droits civils et les libertés individuelles. Selon eux, la technologie de reconnaissance faciale menace les libertés fondamentales des Américains. Le gouvernement pouvant utiliser cette technologie pour suivre à la trace tous ceux qui se rendent dans un lieu de culte ou assistent à un rassemblement politique. Certaines villes et certains États ont limité le recours à cette technologie, mais pas le FBI ni les agences fédérales. La lettre à Biden indique que des erreurs commises par les systèmes de reconnaissance faciale ont conduit à des arrestations injustifiées. Les signataires demandent à Biden de prendre des mesures exécutives pour protéger les libertés fondamentales.
Les membres du conseil d'une grande ville de la côte ouest ont exprimé leur soutien à la gouvernance communiste à Cuba. Cependant, un immigrant cubain qui a bâti sa propre réussite n'est pas du même avis. Julio Ortiz, 46 ans, est le propriétaire du Twist & Cobbin Coffee and Bar dans la ville de Woodinville. Il est à la fois auteur, collectionneur et entrepreneur. Il a passé la première moitié de sa vie sous le contrôle rigide du régime communiste cubain. Cela m'a obligé à quitter Cuba, à quitter le pays, et donc ma culture, ma mère, mon père, ma famille et tout le reste. L'idée, les attentes et l'avenir que j'avais prévu. Quel avenir? Il n'y a pas d'avenir à Cuba. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti. Ortiz a laissé derrière lui sa vie à Cuba pour poursuivre son rêve en Amérique à l'âge de 24 ans. Il étudiait pour devenir médecin, mais le gouvernement communiste a décidé qu'il n'en avait plus besoin et lui a interdit de poursuivre ses études. Ils ne se soucient pas de vos droits, ils ne se soucient pas de votre liberté d'expression, ils ne se soucient d'absolument rien. Et c'est la raison pour laquelle je suis sorti. Ils choisissent qui ils veulent. Ils permettent d'aller à l'école ou pas. Ortiz a laissé derrière lui sa vie à Cuba pour poursuivre son rêve en Amérique à l'âge de 24 ans. Il étudiait pour devenir médecin, mais le gouvernement communiste a décidé qu'il n'en avait plus besoin et lui a interdit de poursuivre ses études. Je l'ai comparé au Covid-19. C'est très simple. Je préfère avoir affaire au virus Covid-19. Même s'il tue beaucoup de gens, mais il les tue rapidement. Le communisme tue les gens, lentement. Il tue vos idées, il tue votre esprit, il tue vos droits, il vous tue mentalement, physiquement, énergétiquement, jusqu'à ce qu'il puisse tout détruire en vous. Ortiz sait ce que le communisme impliquerait pour les États-Unis. Je pense que promouvoir le communisme cubain dans ce pays, pas seulement à Seattle, et dans ce pays en général, c'est juste une façon de tuer notre société. Les commentaires d'Ortiz coïncident avec le soutien apporté par deux membres du Conseil de Seattle au communisme cubain. La conseillère Teresa Mosqueda a récemment retweeté un post faisant la promotion du communisme cubain. En janvier, elle et la conseillère Kshama Sawant ont adopté une résolution appelant à une collaboration entre l'administration Biden et Cuba. Ça a détruit ma famille, ça a détruit toutes mes chances dans les études, physiquement, mentalement, psychologiquement. Ça a tout détruit comme ça détruit encore beaucoup de gens à Cuba en ce moment. Malgré les dommages infligés à sa famille et à sa vie, sa devise est simple. Il n'y a jamais eu de mauvais jours dans ma vie. Il dit qu'il n'est pas retourné à Cuba depuis la publication de son livre et sait que des ennuis peuvent l'attendre chez lui. Néanmoins, il ne cache pas la vérité. C'est ma vie et je préfère mourir que de la cacher. Reporting by Echo Liu, NTD News, Washington. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.